Je vais laisser la parole pour la suite à qui? Euh, c'est Guillemette d'Argentré et Laure Bridoux qui sont toutes les deux à Rennes et qui ont travaillé cette année sur les pancréatites auto-immunes en pédiatrie. Et donc, je leur laisse la parole. Elles sont en visio, parce que Rennes, c'est loin. Guillemette d'Argentré, je suis docteur junior en gastropédiatrie à Rennes. Et avec le docteur Bridoux et avec le concours d'une grande partie des centres Mardi, on a réalisé une étude sur les pancréatites auto-immunes en pédiatrie. Donc une étude rétrospective nationale que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est en cours de publication. Donc pour revenir brièvement sur les pancréatites auto-immunes, une pathologie d'abord décrite en médecine adulte, comme souvent, avec en fait un nom qui regroupe plusieurs entités bien distinctes. La PAI de type 1 de l'adulte, qui est en fait la forme pancréatique d'une maladie systémique, la maladie à IgG4, qui peut toucher une grande variété d'organes et qui est principalement diagnostiquée via la majoration des IgG4 dans le sang. Et puis la pancréatite auto-immune de type 2 de l'adulte, qui a été décrite plus tard, qui atteint les sujets plus jeunes, qui est elle une maladie purement pancréatique, mais qui s'associe souvent à d'autres maladies auto-immunes et en particulier des MICI. La première mention d'un cas pédiatrique de pancréatite auto-immune, c'est assez récent, c'est en 2005, donc il y a moins de 20 ans. Et puis, il y a peu de cohortes à l'heure actuelle. La première cohorte pédiatrique sur une étude transnationale, c'était en 2017, qui avait permis de réunir 18 cas, qui avaient été comparés à 30 case reports de la littérature. C'était donc la plus grosse cohorte à l'époque et s'en était suivi des recommandations en 2018 sur les modalités diagnostiques, de traitement et de suivi des pancréatites auto-immunes pédiatriques. Depuis, il y a eu en 2023 une nouvelle cohorte multicentrique sur le territoire espagnol qui a permis de regrouper 11 cas. L'idée, donc, nous, c'était de pouvoir établir une étude française avec en essayant d'avoir un maximum de cas sur le territoire métropolitain et dom-tom. Donc, on a eu des réponses de 22 centres hospitaliers en France. Il y en a 13 qui suivaient des patients atteints de pancréatite auto-immune pédiatrique, dont 12 CHU. Et on avait 5 CHU et 9 CH au total qui nous ont répondu et qui suivaient aucun patient. Et ça nous a donc permis d'inclure au total 35 patients selon les critères d'inclusion qui étaient regroupés selon les recommandations de 2018 avec un faisceau d'arguments à la fois cliniques, avec un mode de présentation soit sous la forme d'une première poussée de pancréatite auto-immune, soit sous la forme d'un ictère cholestatique, des arguments biologiques, radiologiques qui étaient importants, notamment les images de Billy-IRM, j'y reviens un peu plus tard. Les critères thérapeutiques de bonne réponse aux corticothérapies notamment, l'évolutivité sous la forme majoritairement d'une poussée, et puis des critères histologiques quand on y avait accès, avec des patterns en histologie pancréatique spécifique, et puis un âge pédiatrique au moment du diagnostic. Donc, c'est une étude qu'on a décomposée en deux parties. Une première avec l'étude des résultats de notre cohorte et une deuxième partie sous la forme d'une étude comparée à la littérature actuelle. Pour notre cohorte donc de 35 patients, on avait un sexe ratio qui était équilibré, avec un âge au diagnostic qui était principalement dans l'enfance et l'adolescence, très peu de cas dans la petite enfance. On a relevé chez 2 tiers des patients un antécédent personnel ou familial proche de maladies auto-immunes, MICI ou autres. Pour les données biologiques, on avait une forme principalement au diagnostic sous forme d'une poussée de pancréatite aiguë, plus rarement sous la forme d'un ictère cholestatique. Et puis, c'est intéressant de noter que les marqueurs immunologiques, notamment les IgG4, qui est vraiment le marqueur diagnostique de la PAI1 de l'adulte, étaient que très rarement retrouvés chez l'enfant. Et puis, les marqueurs plus classiques d'auto-immunité, même s'ils étaient cherchés que sur une partie de la cohorte, étaient positifs dans environ un tiers des cas. Les marqueurs inflammatoires classiques, la CRP, l'augmentation des globules blancs, étaient retrouvés dans un tiers des cas environ. Et puis, quand ça a été recherché, là encore, on n'est que sur une fraction de l'échantillon. L'élastase fécale était quand même effondrée chez la moitié des patients chez qui ça a été recherché, avec donc une insuffisance pancréatique exocrine associée. Et puis, la calprotectine fécale, quand elle a été recherchée,
était augmentée dans 60% des cas. Et sur ces 60% où la calprotectine était augmentée, il y a eu toujours un diagnostic de Mickey associé. Pour ce qui est des aspects en imagerie, donc on a recueilli des données d'échographie, scannographique et de BIL-IRM. J'ai choisi de vous présenter les données de BIL-IRM parce que c'est les plus évocatrices. Donc là, c'est juste une reconstruction 3D d'un des patients de la cohorte pour rappeler les aspects typiques de la pancréatite auto-immune avec une dilatation des voies biliaires intrahépatiques et de la voie biliaire principale jusqu'à une sténose distale à l'entrée dans la tête pancréatique œdémaciée. Et puis cet aspect très particulier du Wirsung avec des sténoses étagées en collier de perles mais sans dilatation d'amont. Une image en coupe cette fois-ci pour montrer encore chez un patient de la cohorte un signe quasi pathognomonique, même si on le retrouve peu souvent, qui est la pseudocapsule périphérique qui s'appelle aussi signe du halo. Et puis on voit l'hypertrophie globale qu'on retrouve souvent. Donc pour les données d'imagerie en IRM biliopancréatique, on retrouvait très majoritairement une hypertrophie globale ou focale pancréatique, et puis les irrégularités de la voie biliaire principale et du Wirsung. Contrairement à la pancréatite auto-immune, chez l'adulte, la pseudocapsule périphérique était très peu souvent retrouvée. Pour ce qui est des données histologiques, on n'en a eu que pour 8 patients sur 35 de la cohorte, du fait des difficultés techniques à récupérer du matériel pancréatique chez l'enfant. On retrouvait majoritairement un infiltrat lymphoplasmocytaire, c'est ce qui est décrit dans la PAI de type 1 de l'adulte, mais jamais de marquage des plasmocytes IgG4+. Et la destruction épithéliale par des PNN, qui est le pattern typique de la PAI de type 2 de l'adulte, était très peu fréquemment retrouvée. Pour ce qui est du traitement, on a une grande partie de la cohorte qui a été traitée par corticothérapie orale avec une très bonne efficacité, peu de rechutes au décours, mais il faut quand même noter que chez la fraction de population qui n'a pas été traitée, c'était souvent des patients moins graves, mais on a quand même 100% de résolution spontanée et pas de rechute au décours. La deuxième partie du travail, c'était donc de comparer les données de notre cohorte de 35 patients à l'ensemble de la littérature existante entre le premier cas décrit en 2005 et aujourd'hui. Donc pour ça, on a regroupé donc, les deux premières colonnes, c'était l'étude de 2018 dont je vous ai parlé, où il y avait 18 cas de leur cohorte qu'ils avaient déjà analysés à la littérature existante à l'époque, et puis qu'on a complété par une analyse de la littérature et de la publication des cas entre 2018 et 2024, ce qui nous a permis d'avoir une analyse sur 106 patients qui sont a priori tous les patients décrits depuis 2005 et jusqu'à l'heure actuelle. On n'a pas eu de résultats significatifs statistiquement, mais pour les prochaines diapos, j'ai mis en gros en bleu les homologies les plus marquées qu'on a retrouvées et en rouge quand il y avait des différences, même non significatives. Donc les données d'imagerie, elles étaient globalement assez superposables avec un diagnostic qui était fait avec une hypertrophie focale ou globale, et puis la rareté de ce signe du halo dont je vous ai parlé précédemment. Pour ce qui est des données d'histologie, on retrouve très majoritairement donc, cet infiltrat lymphoplasmocytaire et la quasi-absence des plasmocytes IgG4+, qui signent le diagnostic de PI1 de l'adulte. On avait pas mal de différences sur la présence ou non de lésions granulocytaires épithéliales, mais déjà c'est sur des très faibles effectifs, et puis c'est des lésions qui sont difficiles à décrire en histologie et difficiles à retrouver quand on fait une analyse rétrospective de littérature. Pour ce qui est du traitement, il y avait dans les deux cas une grande partie qui était traitée par corticoïdes. On a retrouvé dans notre cohorte plus de Mickey associés, soit avec un diagnostic concomitant ou ultérieur, presque 40% des patients de notre cohorte. Ce n'était pas significatif comme différence. Et puis, la survenue, enfin en tout cas le diagnostic d'une maladie systémique à IgG4 paraît vraiment extrêmement rare en pédiatrie. Pour ce qui est des données d'insuffisance pancréatique exocrine et endocrine, elles étaient vraiment superposables dans l'analyse de littérature et dans notre cohorte, avec environ 15% d'insuffisance pancréatique exocrine associée. Donc la pancréatite auto-immune pédiatrique, sur les données actuelles et ce qu'on a permis de mettre en évidence dans l'étude, c'est que ça a l'air de ne pas ressembler à la PAI de type 1 de l'adulte,
on a l'impression que ça ne s'inscrit pas du tout dans le cadre d'un IgG4 related disease. Il n'y a pas de marqueur histologique, il n'y a pas de marqueur sérologique. L'évolution n'y ressemble pas. On a des homologies qui sont nombreuses avec la PAI2 de l'adulte, mais sans avoir cette destruction granulocytaire au niveau histologique quand ça a pu être étudié. Donc, c'est probablement une forme pédiatrique singulière qui regroupe, qui se chevauche en fait par rapport au modèle adulte. On peut se poser la question de la réelle auto-immunité de cette pathologie sur le fait qu'on n'ait pas de marqueur sérologique, que ça évolue globalement très bien sous la forme d'une poussée unique, qu'on ait 100% en tout cas dans la cohorte de résolution chez la fraction de population qui n'a pas été traitée. Ça pose quand même la question de la pathologie auto-immune. Est-ce que ce serait plutôt quelque chose d'auto-inflammatoire? Il y a quand même cette question en suspens. Pour ce qui est du diagnostic, dans les recommandations actuelles, ils recommandent fortement de réaliser une histologie. C'est difficile d'avoir du matériel pancréatique chez l'enfant et c'est des recos qui sont aussi issus du modèle adulte chez qui on veut toujours faire la différence avec un cancer pancréatique. La pathologie cancéreuse pancréatique, elle reste exceptionnelle chez l'enfant. Donc, on a des imageries, notamment d'IRM performants. On peut se poser la question de la nécessité de cette histologie. Et puis, ce qui ressort, c'est quand même qu'on a une fréquence des maladies auto-immunes et particulièrement des MICI qui est élevée, avec 40% dans notre cohorte, et on peut se dire qu'on pourrait faire des examens non invasifs comme une calprotectine fécale au diagnostic d'une pancréatite auto-immune pour ne pas passer à côté d'un diagnostic de MICI associé. Il reste pas mal de questions en suspens, notamment sur les critères de traitement ou d'abstention thérapeutique, et puis sur l'évolution à long terme dans le cadre d'une pathologie qu'on connaît depuis peu de temps en pédiatrie. Donc, on a pu analyser les données de 35 patients. La plus grande cohorte jusqu'alors, c'était 18 cas qui étaient comparés à la littérature. Ça reste une maladie rare avec un faible effectif et peu de puissance statistique. Et puis, on a un recul qui est modéré avec une médiane de 44 mois sur la cohorte pour le recul. Donc, on ne peut pas dire beaucoup des rechutes à long terme notamment. On aura besoin donc d'études prospectives pour en savoir plus sur cette pathologie rare. Voilà, merci de votre attention. Oui. Emmanuel, tu veux prendre la parole? Merci Guillemette. Ma question c'est, est-ce que tu as des formes pseudo-tumorales? Je pense que oui. Est-ce que tu as des différences par rapport au reste des pancréatites auto-immunes, notamment sur l'insuffisance pancréatique exocrine et sur leur évolutivité ou la réponse thérapeutique? Il y avait des formes pseudo-tumorales et d'ailleurs, il n'y a quasi que celles-là qui ont été biopsiées. Parce que c'était vraiment des formes pseudo-tumorales avec un œdème de la tête pancréatique. Il n'y avait aucune différence ni sur l'évolutivité, ni sur les rechutes au décours sur ces formes-là. Et la question sur, les déficits exocrines? Ah oui, non, c'était pas plus dans les formes pseudo-tumorales que dans les formes avec un œdème diffus du pancréas. J'ai une petite question. Merci pour la présentation. Les marqueurs auto-immuns, on a vu donc 30% pour plusieurs d'entre eux. Est-ce que, ça ne doit pas être très compliqué, je pense, d'isoler le pourcentage d'enfants qui n'ont aucun marqueur positif? J'imagine qu'il y en a certains qui en ont plusieurs, d'autres qui en ont qu'un, etc. Vous avez une idée de ça? Non, je n'ai pas d'idée précise pour répondre à votre question. Sur l'analyse des données, il me semble qu'il y avait vraiment très peu de patients qui n'avaient aucun marqueur d'auto-immunité. Il y en avait la majorité qui avaient quand même soit des anticorps antinucléaires, soit une hypergamma-globulinémie, qui était assez souvent retrouvée, soit les ANCA. Enfin, c'était quand même la majorité de la population étudiée. En fait, ces questions-là, elles sont assez compliquées parce que la vraie pancréatite auto-immune, la type 1 avec des IgG4, en fait, on confirme que c'est très exceptionnel chez l'enfant. Et je pense que c'est bien de le dire et de le redire comme vous le faites. Après, l'autre pancréatite type 2, dite auto-immune, en fait, c'est une pancréatite qui est un peu associée à des maladies type MICI ou autres.
mais beaucoup Mickey pour nous quand on est en pédiatrie. Et ça, effectivement, c'est plus fréquent, mais on a en général le contexte de la Mickey. Et en fait, c'est plus des pancréatites associées à ces maladies. Et effectivement, elles évoluent favorablement. Et du coup, je ne suis pas sûr que ce soit quand même la même chose, loin de là. Et par contre, je les rapprocherais, moi, volontiers des pancréatites qu'on voit apparaître sous azatioprine quand on commence à traiter les Mickey, pas que sous azatioprine d'ailleurs, hein, il peut y en avoir sous 5-ASA ou d'autres médicaments, et qui suggèrent qu'effectivement, il y a un pancréas qui est un petit peu atteint par la maladie et qu'on le sous-diagnostique parce que c'est du pancréas et que c'est difficile à explorer facilement. Le caractère aussi radiologique des lésions, normalement, c'est assez monoliforme, les hépatites auto-immunes de type 1. Alors que là, ce n'est pas le cas dans ce que vous nous montrez, c'est plutôt des pancréatites qui ressemblent plus à de la pancréatite héréditaire ou des choses comme ça. Donc je trouve que la nosologie est quand même assez compliquée et mettre tout ça dans un contexte, c'est intéressant de le faire à travers ce que vous montrez là parce que ça permet justement de discuter ces choses-là. Oui, c'est sûr que les critères diagnostiques, ils sont pas évidents, et pour ce qui est des critères radiologiques de diagnostic, ils sont quand même assez bien définis aujourd'hui, notamment en bili-IRM, mais ça reste un diagnostic qui est fait sur un faisceau d'arguments, et pour lequel on n'a pas de marqueurs qui nous permettent de dire de façon certaine c'est une pancréatite auto-immune, si tant est que ça existe réellement. Il y a des questions en ligne ? Merci beaucoup. Dans ce cas-là, on va passer à la suivante.